Il y a 3 choses qu'il ne pourra pas faire. Il ne pourra pas être comédien, il ne pourra pas être professeur, il ne pourra pas faire de la politique. En dehors de ça, il va très bien. J'ai dit, bon, très bien, je vais faire les 3. Chez vous, dans votre famille, on écoutait de la musique? Alors, c'est le grand manque de ma vie. À la maison, il y avait des livres, ce qui est une incroyable richesse. Il n'y avait pas de sous, alors pas du tout de sous. Fils de paysan. Oui, mais il y avait des livres. Et ça a fait ma vie, en tout cas, et celle de ma sœur. Ça a fait notre vie. À la maison, il n'y avait pas de musique. Parce que dès qu'il y avait de la musique, mon père tournait le bouton pour qu'on retrouve de la parole. Et donc, la musique, c'est un terrible manque pour moi. C'est un manque tous les jours. Votre père, c'est vrai qu'il lisait beaucoup de poésie, énormément. Beaucoup, il lisait tout. Il avait une écriture absolument admirable d'intellectuel du siècle. Un accent béarnais si fort que ma femme, la première fois qu'elle est venue à la maison, ne comprenait pas ce que disait mon père. Et une admirable maîtrise de la langue. Autodidacte ou pas? Complètement. Complètement autodidacte. Et c'est lui qui vous a donné cette passion pour la poésie, les lettres? Bien sûr, oui. Vous savez, à cette époque, les enfants travaillaient dans les fermes. On ne considérait pas que c'était de l'exploitation. Hein. Oui. C'était vraiment la chose la plus naturelle du monde. Et donc, on chargeait du maïs, et il avait la pelle et je tenais le sac. Et en tenant le sac, il me faisait apprendre Victor Hugo, La Fontaine, et répéter de mémoire des fables ou des poèmes. Ce qui fait que j'aime beaucoup les chansons et encore davantage la poésie. Mais que vous lisiez. La poésie, c'est de la musique en elle-même. Je dois avoir, je ne sais pas, 7 ou 8 ans. C'était pour moi un coup de foudre. C'était mon premier coup de foudre. À 6-7 ans. 6-7 ans. C'était, vous savez, dans les fêtes de village, il y avait des orchestres qui venaient jouer. Et la chanteuse de cet orchestre-là chantait Les Enfants du Pirée. 1 bateau, 2 bateaux, 3 bateaux s'en vont gaiement. Et j'étais complètement troublé et bouleversé par cette jeune fille qui devait avoir, je ne sais pas, 20 ans, quoi. Et je me souviens le lundi matin d'avoir pleuré amèrement dans mon lit parce que j'étais certain que je ne la reverrais plus. Et vous ne l'avez plus jamais... Je ne l'ai plus jamais revue. Et donc, Dalida et les Enfants du Pirée ont aussi marqué comme ça des souvenirs lointains et attendrissants de mon enfance. C'est une chanson qui, en Béarn, a un statut absolument incroyable qui s'appelle l'Immortel. L'Immortel, c'est les Edelweiss. Et donc, qui raconte la quête qui ne finit jamais de l'immortel, c'est-à-dire de l'idéal. Et la chanson dit, en haut de la montagne, il y a une lumière, il faut garder les yeux dessus, puis on se dirige vers la lumière. Bien sûr, on sait bien qu'après le sommet, il y aura un autre sommet. C'est pas grave parce que la liberté, c'est le chemin. La libertà che lo cammine. Vous êtes tellement, vous, attaché à votre Béarn natale que vous habitez le même village qu'habitaient vos parents. Oui, c'est mon pays, c'est ma langue. Je ne pourrais pas vivre sans y retourner, tout le temps. Lorsque vous étiez justement enfant, vous rêviez de devenir paysan, éclairé, cultivé comme votre père, ou vous disiez « je quitte la ferme et je veux absolument justement faire des études, devenir enseignant ». C'est bizarre, cette question ne s'est jamais posée pour moi. C'est une question qui faisait pleurer mon père. C'est vrai ? Quand il m'a accompagné pour entrer en Hippocagne, j'avais donc 17 ans, du premier tour de roue jusqu'à ce qu'on se sépare, il n'a pas cessé de pleurer. Alors, il pleuvait, l'eau dégoulinait sur le pare-brise et l'eau coulait des yeux de mon père. Mais vous réalisiez finalement son rêve, d'une certaine manière. Alors, c'est compliqué. Je réalisais une partie de son rêve, mais
la totalité de son rêve était que je fasse ces études-là, puis que je revienne à la maison. Et c'est sa mort qui l'a permis, parce qu'autrement, c'était totalement inimaginable. Mon père s'est tué un jour de printemps, et quelques mois avant, il m'avait dit, tu vois là, cette clôture-là, voilà le piquet que nous avons planté avec mon père, avec son père. 3 jours après, il était mort, et j'ai planté le piquet suivant, et j'ai continué ça. Vous étiez jeune, vous aviez 22 ans Oui. quand il a eu cet accident, et vous étiez jeune agrégé, le plus jeune. J'allais passer l'agrégation. Voilà, d'ailleurs le plus jeune de France. 3 semaines après. Et vous avez repris la ferme tout en continuant l'agrég. Oui, et personne ne l'imaginait, y compris pas moi. Simplement, au pied du mur, créé par cette mort, par le fait que ma mère se retrouvait seule avec une petite exploitation agricole sur les bras, et il a été impossible pour moi de faire autrement que de faire face, d'être là et de reprendre cette aventure, car c'était une aventure. Tout cela ne s'est jamais effacé de ma vie. Une part de moi-même est avec les paysans. Comme vous avez repris la ferme de votre père à 22 ans, tout en étant professeur, j'imagine que vous avez donc tissé des liens aussi très forts avec votre mère. Oui, bien sûr, puisqu'on a vécu ensemble pendant 10 ans. Avant que nous n'achetions la maison à 100 mètres de là, dans le même village. Vous voulez dire avec votre épouse? Oui, absolument. Et pendant 10 ans, vous étiez avec votre épouse, vos enfants, les premiers? Il y en avait déjà 3. Ouais. 3 et votre mère. C'était patriarcal. C'est ce que j'allais dire. Oui. C'est le fond de ce que je suis. Et au total, une famille de 6 enfants et 21 petits-enfants. J'ai toujours eu cette intuition que j'aurais beaucoup d'enfants autour de moi. Et ma femme aussi. Quand on était très très jeune, on s'est mariés, on avait 20 ans, on disait on va avoir 12 enfants. On a fait la moitié, ça fait 50% du chemin. Voilà. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. J'ai toujours rêvé de vivre en communauté, en tribu. Et si je m'écoutais, tous les gens que j'aime feraient un village et puis je serais le patriarche de tout ça. Je confesse ça à ma grande honte, mais parce que c'est pas brillant comme pente. Mais oui, j'aime bien quand tout le monde est à la maison et que je suis assis en bout de table. En sage, et patriarche, qui accepte d'être contesté. Oui, sans doute. Oula. Je trouve que c'est une chanson incroyablement énergétique. Parce que, vous savez bien l'histoire, c'est une jeune femme qui a décidé de se battre contre le monde entier. Puis, bien sûr, c'est la chanson de la Coupe du Monde que tout le monde a entendue. Que vous écoutez quand vous avez non, le moral à plat? Pas vraiment que j'écoute, mais que j'entends comme quelqu'un qui refuse de se rendre. Et évidemment, pour moi, ça évoque, c'est comme en écho, ce I Will Survive, quelque chose qui n'est pas si facile ni si agréable à vivre, qui est le bégaiement. Pour quelqu'un qui est amoureux des mots, qui a ça en lui, qui chante dedans comme un bouillonnement, et qui tout d'un coup, à 7 ou 8 ans, se trouve bloqué, incapable de parler, sans se rendre ridicule. Vous dites d'ailleurs, je suis tombée en bégaiement comme on tombe enceinte ou on tombe malade. Oui, c'est exactement ça. Ça veut dire que ça arrive d'un coup? Oui. Brusquement? Oui. Et tout d'un coup, vous voyez dans les yeux de ceux qui vous entourent que quelque chose est en train de se passer. C'est des souvenirs de jeunes garçons, et que vous ne maîtrisez pas. Et bien entendu, tout le monde vous dit que ça va passer. Puis ça passe pas, ça s'aggrave. Alors c'est une petite, sans doute une petite difficulté, mais c'est une assez grosse saloperie quand même. Si j'imagine, non mais j'imagine. Mais il y a un traumatisme d'enfant. Oui, sans doute. Que vous connaissez. Vous avez réussi à mettre des mots sur ce traumatisme ou c'est trop dur pour en parler? Non,
Je ne veux pas en parler, mais j'ai quelques idées. Ce sont des affaires de dedans, intimes et du passé. Et bon, voilà, c'est fini. C'est en tout cas, non, ça n'est jamais fini. Ça n'est jamais fini. Il faut se réparer. Il faut... Ouais, j'en sais même pas. Il faut s'apprivoiser. Et c'est très difficile de se réconcilier avec tout ça. On vit avec et I will survive. Alors comment vous avez réussi après justement à dompter ces mots que vous aimez tant? Il n'y avait pas beaucoup d'orthophonistes à cette époque. Il y avait une orthophoniste à Pau. Et mes parents, au bout du compte, inquiets, m'ont amené chez cette orthophoniste. Elle m'a fait une séance, je ne bégayais plus. C'était un miracle. 3 semaines après, c'était de retour. Parce que ça n'est pas la bouche qui bégaye. Bien sûr. C'est l'ennemi intérieur. Ce diable-là qui bloque. Je sais très bien qu'il est toujours là. Mais, précisément, tout le jeu, c'est qu'il n'empêchera pas de parler. Quand on veut dire quelque chose, il faut trouver les mots qui passent. Parce que ceux qui ont traversé ça savent bien que tous les mots ne passent pas. Beaucoup ne passent pas. Et donc, passer en revue les 10 mots qui veulent dire la même chose pour trouver celui qui passe, c'est un assez bon exercice intellectuel. Vous avez bégayé jusqu'à l'âge de 35, oh oui, 35 ans au moins. Et encore. Là, vous avez dompté le diable un peu, justement. Oui. J'accepte d'en parler. C'est pas très facile d'en parler. J'accepte d'en parler parce qu'il y a beaucoup de garçons, rarement des filles, mais parfois, qui traversent ça. Anorexie et tout ça, des choses difficiles, ça touche les filles. Bégaiement, ça touche les garçons. Et qui pensent que c'est invincible. Or, c'est vincible, mais pas par la bagarre. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. C'est vincible par l'apprivoisement. Et après, alors il y a quelque chose qui aide, c'est la musique des mots. J'ai appris beaucoup de vers par cœur. J'ai fait le conservatoire de Bordeaux. Il y avait un professeur qui s'appelait André Limoges. Et voyant que j'arrivais pas, alors il a appelé un très grand psychanalyste, très célèbre, qui était de ses amis, qu'il avait interviewé, et il m'a passé l'appareil. Et j'ai entendu le très grand psychanalyste dire « Quel âge a-t-il » André Limoges a répondu « Il a 19 ans ou 20 ans ». Il a dit « Bon, c'est foutu. Il y a 3 choses qu'il ne pourra pas faire. Il ne pourra pas être... comédien, il ne pourra pas être professeur, il ne pourra pas faire de la politique. En dehors de ça, il va très bien. J'ai dit, bon, très bien, je vais faire les 3. La mienne à elle seule, sur toute surenchérie, elle relève à la fois les 3 catégories, véritable prodige. Emmerdante, emmerdeuse, emmerderait si tout. Elle passe, elle dépasse, elle surpasse tout. Elle m'emmerde, vous dis-je. Je connaissais pas cette bande. Voir Brassens jeune, qui chante sa chanson pour la première fois, le public qui rit à chacune des saillies, sans jeu de mots naturellement, et qui découvre la chanson, parce que quand il baisse la tête, c'est qu'il a le texte sur un petit tabouret. Bon, ça donne une fraîcheur formidable, un texte délicieux, comme s'il y avait là le jeu éternel de ces 2 figures, hein, des hommes et des femmes, et qui parfois se portent sur le système. Rarement, naturellement, Mireille, mais quelquefois, cependant. Quand même. Vous en riez avec votre épouse? Oui, oui, absolument. Parce que c'est une chanson, finalement, dont on rit beaucoup quand on est en couple. Oui, bien sûr. Et on ne comprend pas, je crois, la féminité si on ne comprend pas cette étrangeté-là. Cette distance qu'il y a entre la masculinité, assez souvent stupide, il faut bien dire les choses comme elles sont, le cocktail hormonal masculin qui les rend coqs, et vous savez bien, hein, enfin vous connaissez ça mieux que moi. Et donc, je connais, oui, c'est ça. Parfois. Et donc, qui en fait des êtres, je ne veux pas dire du mal de mes congénères, mais qui en fait des êtres
assez souvent superficielle. Mais vous préférez la présence des femmes à celle des hommes? Sincèrement, oui. Je suis plus naturellement à l'aise avec les femmes qu'avec les hommes. Je suis plus naturellement spontané. Alors peut-être parce qu'il y a toujours une petite onde qui passe, qui est de l'ordre de, je ne veux pas dire de la séduction, mais de la complicité. Dans mes équipes proches, il y a beaucoup de femmes. Pourquoi? Parce qu'elles sont fiables. Plus que les hommes? Je crains. Pas toutes. J'en connais des garces en politique, 100 ans. Mais elles sont capables d'investir pour longtemps. Y compris d'ailleurs dans votre vie privée. Oui. Vous êtes marié depuis plus de 40 ans, non? Oui, 45 bientôt. Oui, j'ai jamais imaginé l'amour autrement que durant. Ni l'amour, ni l'amitié, ni la tendresse, ni l'affection. J'ai jamais imaginé ça s'arrêtant. Je n'aime que les choses qui durent. Et si elles ne durent pas, alors c'était pas la peine qu'elles existent. Ou, alors c'est peut-être une bêtise que je dis, je vais trop loin. Mais je crois aux choses qui durent. Avec votre épouse, vous avez toujours fait attention, vous, à ne pas mélanger sphère privée et sphère publique. Elle a accepté à chaque campagne présidentielle un grand reportage et un film. C'est vrai. Point. Vrai. Et c'est tout. Enfin, c'est très désiré, et par ta femme, et par tout le monde. Je suis plus loin qu'ils m'en souviennent, si depuis j'ai dit je t'aime. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. J'ai une fascination pour les voix nues. Parce que je trouve qu'il y a dans la voix l'instrument le plus efficace du charme, de l'enchantement, au sens magique du terme. Alors, c'est une chanson dans laquelle elle a fait croire que c'était une chanson dédiée à son public. Je n'en crois rien. Je pense que c'était une chanson dédiée à quelqu'un. Et puis, finalement, le quelqu'un étant parti, ça arrive quelquefois dans les histoires d'amour, elle l'a transformé et dédié à son public. Barbara a toujours dit le contraire. Eh bien, il pouvait lui arriver de mentir. Elle disait même, je ne pourrais pas dire d'un homme ce que je dis de mon public. Oui, mais elle peut tout à fait dire ça, mais si vous écoutez la chanson, oui, c'est une chanson écrite pour quelqu'un. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Donc, ma plus belle histoire d'amour de Barbara ne pourrait en aucun cas s'appliquer à vos électeurs. Je les aime, mais je ne leur chante pas du Barbara. Dans votre chant, on aurait pu penser à ça, pas du tout. Non. D'ailleurs, ils sont volages. Je vous ai dit ce que je croyais. Pas trop. Avec moi, ils ont été assez sympas. Il faut dire la vérité. Oui. Alors, ils ont eu des éclipses. Mais ça arrive en amour aussi, les éclipses. Enfin, j'imagine que ça doit pouvoir arriver. Voilà. Le moment pour vous le plus extraordinaire en politique, le moment où vous avez vraiment été heureux? J'étais très heureux d'être élu maire de Pau. Vous voyez il y a des moments extraordinaires. Et on voit que vous êtes obstiné. Vous avez mis 18 ans à devenir un peu obstiné. Maire de Pau. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Vous voulez vraiment savoir? Oui. Je m'avance vers le micro et j'ai la gorge qui se serre. J'ai une espèce de sanglot que je retiens. C'est pour moi une émotion très grande. C'était pas pour l'élection. C'est que j'ai vu ma sœur au fond de la salle et il m'est venu en tête une phrase formidable de Marcel Pagnol. Un jour, on lui a demandé d'inaugurer à Marseille une école à son nom. Et il a dit cette chose extraordinaire en commençant son discours. Il a dit « Je suis infiniment honoré d'inaugurer une école qui porte mon prénom et le nom de mon père. » Et mon prénom et le nom de mon père, c'était comme une revanche sur la mort. Voilà.
vous m'avez fait avouer quelque chose que j'avais jamais dit avant. Pour la première fois, vous avez parlé de revanche. C'est une revanche. Et vous avez parlé de votre il y a peut-être père. un bout de ça, oui. La revanche des enfants, c'est toujours la revanche de leur père ou de leur mère. Comprenez, c'est pas la même chose de naître là ou dans des milieux privilégiés. Bien sûr. Et d'avoir à conquérir la reconnaissance. Mais c'est vrai qu'en moi, il y a une part de ça. Quelque chose d'un bout de révolte. C'est pas à mon égard. Mais je ne supporte pas l'injustice faite aux petites gens, aux gens qui n'ont pas la bonne couleur de peau, aux gens qui n'ont pas la bonne origine ou la bonne religion. Ça me rend malade. Ça me fait voir rouge. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.